Je m'excuse par avance, j'avais prévu un thème foncé avec le texte en blanc, où on a le soleil rasant, vous êtes un peu de côté. Si jamais c'est illisible, vous me dites, j'ai un éditeur de code à côté où ce sera mieux. On va essayer comme ça, surtout vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais c'est complètement illisible. Donc merci à toutes et à tous. Donc moi c'est Richard Eugène. Venez dire bonjour sur Mastodon ou venez lire mon blog. Je raconte des trucs des fois de temps en temps. Je suis lead dev chez Perfect Memory et aujourd'hui on va parler de polymorphisme, qui est en soi un concept de base, mais je voulais vous parler de son application dans OCaml et ce qui est voilà, un sujet. Là sur le coup il y a des choses à dire. Donc on va juste revoir une définition ensemble pour être sûr d'être tous sur la même longueur d'onde. Et je vous en ai choisi 4 justement parce que le système de type d'OCaml est relativement puissant et permet de faire des choses assez originales. Donc accrochez-vous à vos chaussettes parce qu'en 15 minutes ça va dépoter. Donc, la partie théorique, qu'est-ce qu'on appelle le polymorphisme? Si vous avez fait un peu de programmation orientée objet, c'est un mot que vous avez déjà dû entendre. C'est une information, donc c'est la définition de Wikipédia, hein, je ne vais pas aller chercher très loin, mais en gros c'est un concept qui permet à une opération donnée d'être appliquée sur des valeurs qui viennent de plus d'un type. Donc en théorie des ensembles et en théorie des catégories, ce qu'on appelle un type, c'est juste un ensemble de valeurs. Et donc, par exemple, si j'ai une opération que je peux appliquer sur n'importe quel élément de la classe C, et il faut que mon compilateur comprenne et que mon programme comprenne qu'elle peut aussi s'appliquer sur n'importe quelle valeur de l'ensemble C', en considérant que C' est inclus dans C, mais aussi sur des intersections. Donc là, si j'ai un élément de la classe C seconde et que je peux prouver qu'il fait partie de cette intersection avec la classe C, et l'opération devrait aussi fonctionner. L'application la plus simple de ce concept dans la programmation orientée objet, et le O dans OCaml veut dire Objective Caml, donc on a l'orienté objet en OCaml, c'est le sous-typage, donc l'héritage. Donc là par exemple j'ai une classe chien qui sait dire wouf et une classe chat qui sait dire miaou, et je veux écrire une fonction say qui est capable d'afficher le message à la fois des chiens et des chats. Si vous avez déjà suivi des cours de programmation orientée objet, vous devez déjà avoir en tête l'idée qu'on peut déclarer donc une classe virtuelle, une classe abstraite qu'on va appeler animal, et on déclare donc l'interface de cette classe-là en disant un animal ça sait dire un truc qui est une chaîne de caractères, et dans ma classe, peut-être que je vais utiliser le pointeur, ce sera plus confortable. Et donc dans ma classe chien et dans ma classe chat, je dis j'hérite de animal et j'implémente cette méthode speak donc de manière différente. Les chiens disent wouf et les chats disent miaou. Et ensuite la manière dont je m'en sers, ça fonctionne comme ça. Je déclare une fonction qui s'appelle say et qui prend un argument a qui est de type animal, donc de la classe animal, et je vais afficher le message a dièse speak. Donc j'appelle la méthode speak de la classe animal. Et donc ça fonctionne comme ce à quoi vous pourriez vous y attendre en Java, en C++, en Ruby, en Python, en n'importe quoi. Vous instanciez un chien et vous faites parler le chien, ça fera ouf, et vous instanciez un chat, vous le faites parler et ça dira miaou. Donc en gros, en termes de sous-classage, ça ressemble à ça. On a cette classe abstraite, l'ensemble des animaux qui sont possibles, et parmi l'ensemble des animaux qui existent, on a déclaré qu'il y avait un ensemble chat qui était inclus à l'intérieur, c'est la définition de l'héritage, et un ensemble chien qui était inclus à l'intérieur. Et donc ça marche très bien, et vous en avez l'habitude si vous avez déjà travaillé avec des langages typés statiquement, Java, C++, ce genre de choses. Ceci étant dit, si vous avez déjà travaillé avec des langages typés dynamiquement, et en particulier avec des langages de scripting, je pense Python, je pense Ruby, vous avez peut-être déjà entendu parler de duck typing. C'est un test qui dit si ça marche comme un canard et que ça fait coin-coin comme un canard, alors c'est probablement un canard. La notion théorique qui est derrière, ça s'appelle le polymorphisme en ligne, et il se trouve que OCaml est également capable de faire ça, mais de manière statique. Donc en fait ça ressemble à ça.
je reprends exactement la même fonction que tout à l'heure, sauf que je ne déclare pas le type de mon paramètre. Ici, tout à l'heure, j'avais signalé que cet argument devait être de type animal. Ici, je dis plus rien et je laisse le compilateur se démerder avec l'implémentation que j'ai fournie. Quand je dis ça au compilateur, voilà ce qu'il me répond. Il me dit, bon ben, j'ai compris que tu as déclaré une fonction, le nom c'est say, et le paramètre c'est cette chose-là. Et ça renvoie rien parce que print and line ne renvoie pas de valeur, donc la valeur de retour est vide. Mais en tout cas, ce paramètre qui est ici, c'est la syntaxe qui décrit en fait n'importe quel objet qui dispose à minima d'une méthode speak qui renvoie une chaîne de caractères. Et les 2 points, c'est pour dire peu importe si l'objet assume aussi d'autres fonctions, ça va pas poser problème dans cette implémentation ici. Donc c'est exactement ce qu'on fait dans des langages de scripting dynamiques, sauf qu'en fait c'est fait au runtime, un peu à la one again, et puis si l'objet que je passe à passpeak, ben ça plante très tard. Là ici c'est le compilateur qui fait ça, c'est le validateur de type, et donc si jamais j'envoie un objet qui n'a pas speak, ça va planter très tôt. Les 2 avantages à cette approche-là, c'est qu'on n'a plus besoin de déclarer tout le temps les interfaces comme en Java ou les trucs genre speakable ou les mixins ou les choses comme ça. On simplifie notre implémentation. J'ai plus besoin de ça. J'ai même plus besoin de mon héritage et ça fonctionne très bien. Ça va continuer à fonctionner comme ça parce qu'en fait le compilateur va comprendre que ça je dois le linker avec ces 2 méthodes là. Deuxièmement, OCaml supporte ce qu'on appelle des objets immédiats. Donc c'est en fait un objet qui n'est pas issu du constructeur d'une classe, mais je déclare juste un objet un peu volant comme ça. Et donc c'est ce que j'ai fait ici, j'instancie un robot, donc qui n'est pas une classe, qui est directement un objet, et qui a une méthode speak, et le robot dit bip boop. Et ben je peux aussi utiliser ma méthode say directement avec mon robot. Voilà, donc déclarer et imaginer des noms pour n'importe quelle interface dès qu'il y a un contrat de service à respecter, on en a plus besoin. Faut quand même le faire pour ça peut donner lieu à des inférences de type et à des erreurs de compilation un peu galères, donc pour les choses qui viennent du domaine, qui viennent du métier, continuer de le faire, mais c'est pas obligatoire. Donc en gros, ça ressemble à ça en termes d'ensemble. Ici, l'ensemble, le super ensemble, c'est l'ensemble des objets qui peuvent speak à une chaîne de caractères. Et donc dedans, j'ai tous mes chats et j'ai tous mes chiens, mais j'ai aussi mon petit objet robot, lui tout seul. Il fait partie de cet ensemble, le compilateur le comprend, et donc il sait que le programme va fonctionner comme prévu. Voilà. Oui, juste en termes d'erreur, par exemple, si j'instancie un robot, quand je lui demande de parler, il me répond 42. Voici l'erreur qui est renvoyée par le compilateur. Donc il donne l'interface de mon objet robot et il explique que la fonction attendait cette classe là, et j'ai un message qui m'explique en quoi c'est incohérent parce que la méthode speak n'est pas censée renvoyer un entier mais bien une chaîne de caractères, et donc le compilateur est capable de vous expliquer pourquoi votre programme est incohérent. Voilà pour le polymorphisme en ligne. En ce qui concerne, donc un autre aspect que vous connaissez bien si vous faites de l'orienté objet type Java, c'est la programmation générique. Donc là par exemple j'ai déclaré 2 listes, une liste d'entiers, une liste de chaînes de caractères, et j'ai envie d'écrire une fonction head qui va renvoyer le premier élément de la liste. Donc en OCaml les listes sont typées, donc là je vois que mes entiers c'est une liste d'entiers, une int list, et les chaînes de caractères une liste de chaînes de caractères. Je vous passe le détail, mais en gros, la méthode add fait ça, elle regarde le contenu de la liste, si c'est vide, on envoie une exception puisqu'il n'y a pas de premier élément, et si la liste est composée d'une tête et d'une queue, on renvoie la tête. Et quand j'écris ça, le compilateur me dit ça, il dit t'as créé une fonction qui s'appelle head et qui accepte une liste de A et qui va renvoyer comme résultat un A. Et donc ce A ici que vous voyez juste là, on appelle ça une variable de type.
Et donc ça peut être remplacé à la volée par n'importe quel type. Et donc je peux m'en servir comme ça. Je peux aller chercher la tête de ma liste d'entiers et le compilateur va bien comprendre que pour tout le reste du programme, cette variable-là sera un entier. Et si je fais la même chose avec ma liste de strings, et ben cette valeur-là sera un string. Voilà. Et donc ici, ben l'héritage, le diagramme des ensembles ressemble à ça. On a l'ensemble des listes de trucs, quel que soit ce truc, et parmi les listes de trucs, on retrouve les listes de chaînes de caractères et les listes d'entiers. Et c'est comme ça que le compilateur est capable de réaliser polymorphisme à travers ces variables de type. Et le dernier, qui est le plus intéressant mais qui est aussi le plus compliqué, ça s'appelle les variants polymorphiques. Et le problème c'est que pour vous parler de variants polymorphiques, je vais bien être obligé de vous parler de variants parce que c'est pas un concept qui est extrêmement répandu. Vous pouvez voir ça un petit peu comme des énumes, mais au lieu de faire une énumération de valeurs, vous allez faire une énumération de types. Et donc vous allez avoir une liste de cas qui sont nommés comme ça, qui sont tagués avec un identifiant, et à chaque identifiant on associe un type. Donc on appelle ça en théorie des ensembles un type somme, parce qu'on fait une union, on fait une somme de plusieurs ensembles. Donc là ici par exemple, si je fais un programme qui appelle une API ou n'importe quoi, je vais récupérer un résultat. Ce résultat il peut être soit OK, auquel cas la valeur sera une chaîne de caractères, ou alors j'ai reçu une erreur, et auquel cas la valeur sera un entier, donc par exemple un code d'erreur ou quelque chose comme ça. Et donc ce que fait le compilateur d'OCaml quand c'est comme ça, c'est que dès qu'une fonction accepte un résultat, il va s'assurer que tous les cas sont couverts. Et donc si je fais une fonction qui part du principe que c'est tout le temps OK, va me dire et si c'est une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je compile pas, et vice versa. Donc par exemple, si je veux traiter le résultat, je peux faire ici donc une fonction process, et je demande de regarder le contenu de la valeur de la variable R. Si c'est un OK, eh ben, j'affiche le body qui est une chaîne de caractères, et si c'est une erreur, je récupère le code et j'affiche un entier et je lui donne l'entier qui est contenu dans le code. Et là le compilateur est content parce que j'ai couvert tous les cas couverts par le variant. Donc c'est vraiment ça, c'est cet ensemble, et le compilateur s'assure que tout est cohérent. L'un des désavantages de cette approche, c'est qu'elle peut vite devenir un peu lourdingue, surtout quand on doit énumérer tous les cas, quand on est dans un scénario où on va avoir par exemple des plugins ou alors des responsabilités qui sont séparées entre plein de petits morceaux. On va être obligé de tout coupler vers un type un peu méta, un peu un méga type qui va devoir lister tous les cas. Donc là j'ai pris des statuts HTTP par exemple. Donc si vous êtes obligé de déclarer un type résultat HTTP, il y a OK, il y a created, il y a client error, etc. Il y en a 30, 20, 40. Et à chaque fois que vous allez écrire une fonction, vous êtes obligé de traiter les 40 cas, ce qui peut vite être redondant. Et voilà, ça introduit beaucoup de couplage, ça peut être un peu lourdingue. Donc il existe les variants polymorphiques, qui fonctionnent plus ou moins de la même manière. La seule différence en termes de syntaxe, c'est que vous mettez un petit backtick là, devant les tags, devant les noms de ces étiquettes. Et vous n'avez plus besoin de déclarer de type, un peu à l'instar de la classe virtuelle de tout à l'heure. On vire la déclaration et on laisse le compilateur inférer grâce à la méthode elle-même quel est le type qui est attendu en entrée. Et donc là, quand je crée cette fonction, ce que me dit le compilateur, c'est que j'écris une fonction qui s'appelle hôte, qui renverra une chaîne de caractères, parce que dans les 3 branches que vous voyez ici, à chaque fois je renvoie une chaîne de caractères. Et le type qui est donné en entrée, donc le type de cet objet R, ça va être la somme, l'union, de soit les erreurs qui sont des strings, les OK qui sont des strings, ou un unauthorized qui n'a pas spécialement de message. Et tout ça c'est inféré en analysant le code. Ici je fais OK user, et user je m'en sers dans une concaténation, donc il sait que c'est une chaîne de caractères, et donc il regarde tout et il dit comme ça,
Ça, ce petit symbole-là, c'est pour dire que ça, c'est la limite maximum, donc ça veut dire ou moins. Donc une erreur, un OK, un unauthorized ou moins. S'il y a un autre ensemble qui est plus petit, ça va forcément marcher. Mais s'il y a un ensemble qui est plus grand, ça va pas marcher parce qu'il me manquera le 4e cas. Voilà. Et donc là, par exemple, j'ai un module qui gère l'authentification. À côté, j'ai un autre module, plusieurs classes plus loin, qui gère le paiement. Et donc, lui, il peut faire OK, erreur ou forbidden si j'ai pas assez sur mon compte. Et donc, ça va fonctionner pareil. Le compilateur va inférer ça et il est capable de comprendre que en gros entre les deux versions, que ce error qui contient une string et le OK qui contient une string sont en commun entre les deux implémentations. Et donc en fonction de comment est goupillé mon programme, si à un moment donné j'ai une valeur, en fait, je vais vous le montrer comme ça. Donc ça c'est l'ensemble des valeurs qui sont acceptées par la fonction pay, donc soit OK, soit error, soit interdit. Et à côté de ça, j'ai l'ensemble des valeurs qui sont autorisées pour ma fonction auth. Ça peut être soit un OK, soit une erreur, soit un unauthorized. Sauf que ces deux-là vont marcher aussi bien avec l'un que avec l'autre, sans avoir besoin de déclarer spécifiquement le type seulement cette classe-là. En fait, le seulement OK ou error, je lui ai pas donné de nom et j'ai pas dû non plus déclarer de type pour faire le OK error plus forbidden. Tout ça, ça s'est goupillé avec le compilateur. Donc même combat, comme pour le polymorphisme en ligne, c'est très pratique parce que ça allège l'implémentation, et pour les petites interfaces faciles, ça vous évite d'avoir à déclarer 15 000 trucs. Évidemment, pour les choses qui sont métiers ou les choses qui portent un nom dans votre domaine, déclarez-les aussi, en particulier parce que les messages d'erreur sortis par le compilateur, quand il commence à essayer de vous expliquer que ça et ça se recoupe pas, mais pas tout à fait parce que lui il est en plus ici, machin, les messages d'erreur peuvent vite devenir galère. Mais voilà, un outil pratique à garder en tête pour simplifier les implémentations des unions qui sont simples et locales. Voilà, j'ai terminé. Je pensais pas le faire en 15 minutes. Merci à tous.